Bonjour à tous. Good morning, everyone. Excusez ma voix grave, mais s'il avait fallu que je sois là il y a 2 jours, j'aurais parlé comme ça. Est-ce que ce qui est pensé et observé à l'autre bout du monde, en Australie, vaut chez nous aussi? Vous allez voir que dans la présentation que je vais vous faire, il y a énormément de convergence sur les constats, sur les conclusions qu'on observe à l'égard des approches globales qu'on essaie d'implanter, tout au moins au milieu scolaire. Parmi les choses importantes que Mme Rowling vient de nous dire et sur lesquelles je vais pouvoir insister, c'est toute l'importance de documenter l'implantation. Vous allez voir que si dans l'étude évaluative que je vais vous résumer, nous n'avions pas documenté l'implantation, beaucoup de points d'interrogation resteraient encore après énormément d'efforts. Et en même temps, vous allez voir que les conclusions que nous avons eues dans l'évaluation d'une intervention ministérielle en éducation, mais qui présente énormément de similarités avec les approches globales qui sont promues dans le domaine de la santé publique. Si nous n'avions pas eu donc ces évaluations, il aurait été très difficile de pouvoir identifier les composantes importantes à corriger ou à garder. Parce que les conclusions que je vais vous montrer montrent qu'une approche globale peut aussi avoir des impacts intéressants, des effets intéressants sur le bien-être des enfants. Mais comme Mme Rowling l'a dit aussi, c'est très difficile à implanter. L'idée est bonne, mais pas facile à implanter. Donc, toute l'importance d'identifier des leviers sur lesquels nous sommes en mesure de modifier pour être capable d'améliorer l'efficacité potentielle de telles mesures. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des grands faits saillants d'une étude évaluative qui a eu lieu entre 2002 et 2008, qui porte sur la stratégie d'intervention Agir autrement, ou en anglais « The New Approach, New Solution Strategy ». Alors, avant de pouvoir parler des conditions d'implantation puis des différentes entraves qui ont pu être observées, il est important que je vous parle un petit peu quand même de ce qu'est cette stratégie. Même si c'est moi qui vous fais cette présentation, vous devez comprendre que le gros programme d'évaluation qui sous-tend ce rapport-là, d'ailleurs le rapport, j'ai quelques copies en avant du rapport synthèse. Il y a aussi des feuillets en français, and we have also a small 2-page summary, executive summary for our Anglophone friends. Donc, il y a toute une équipe derrière nous, donc il est important de pouvoir le dire. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir rapidement, ce sont les fondements de la stratégie et son modèle d'action. Très rapidement, j'adorerais parler d'évaluation, mais je vais pouvoir prendre que quelques minutes seulement, mais je vais vous parler de décentration de l'évaluation et de ce qui nous a permis d'arriver avec un certain nombre de résultats. Vous devez comprendre que nous avons évalué non seulement l'implantation, mais les effets. C'est-à-dire que les deux côtés d'une même médaille, il n'y a pas un bon programme d'évaluation qui ne peut se centrer que sur les effets ou que sur l'implantation. On a besoin absolument des deux informations pour pouvoir tirer des conclusions fiables sur les programmes qui sont évalués. Donc, la stratégie cherche à court-circuiter un cercle vicieux que vous connaissez bien, celui du lien entre la pauvreté et l'éducation. Pour plusieurs, la pauvreté, l'éducation est un des plus grands déterminants sociaux de la santé. Et pour la plupart des pays du monde, une des stratégies que nous avons pour mettre fin à la pauvreté, c'est d'améliorer l'éducation de nos populations, particulièrement en milieu défavorisé. L'objectif ou les grandes visées de cette stratégie étaient d'améliorer la réussite. Au Québec, la réussite scolaire se décline sur le plan de l'instruction, les apprentissages, sur le plan de la socialisation et sur le plan de la qualification. Donc, d'améliorer la réussite des adolescents des milieux les plus défavorisés de la province. J'insiste sur les adolescents parce que la stratégie que nous avons évaluée à ce moment-là n'était déployée qu'au milieu secondaire. Maintenant, la stratégie est aussi déployée avec les enfants du primaire, mais ça n'a pas été évalué. Donc, il s'agit globalement, dans un premier temps, d'un financement. Un financement approximativement de 25 millions de dollars par année qui était donné aux écoles en fonction de leur taille et de leur niveau de défavorisation. Évidemment, ce n'était pas qu'une question d'argent, vous allez le voir rapidement. Et une autre chose qui est importante de savoir, et ça me fait penser à un des points de Mme Rowling, c'est que ce financement était déjà annoncé pour une période de 5 ans. Donc, on coupait
avec une tradition passée qui était de dire on finance un an, puis après ça, on va voir. Les écoles savaient que, donc, qu'en s'engageant, ils allaient être soutenus pendant plusieurs années. Il y a comme autre fondement la perspective que l'école peut être une organisation apprenante, c'est-à-dire que les gens en action peuvent être dans une situation d'apprentissage. Un autre élément important de la stratégie, c'est de voir l'école comme étant, de redéfinir l'école d'une certaine façon comme une communauté éducative élargie, c'est-à-dire les difficultés, décrochage scolaire, violence à l'école, toxicomanie, difficultés, ce ne sont pas seulement des problèmes de l'école, ce sont aussi des problèmes dans une communauté. Les solutions doivent venir en collaboration avec les agents de la communauté. L'autre chose importante, vous voyez que on utilise toujours le terme stratégie et non pas programme. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, la stratégie, c'est d'abord une démarche, beaucoup plus qu'un programme, c'est-à-dire qu'il y a une démarche qui est prescrite, mais pas de moyens spécifiques au niveau des écoles. Alors, quelle est cette démarche qui s'apparente excessivement à une démarche de résolution de problèmes et que plusieurs connaissent particulièrement dans les approches globales? Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on a un pointeur? Est-ce qu'on a un pointeur là-dessus? Comment vous voulez que je pointe sur un écran en face de moi? Il n'y a personne qui ne va rien voir. OK. Excusez-moi, il y a un manque de décentration ici. Donc, on est dans une stratégie de résolution de problèmes. On demande aux écoles de développer une vision commune de ce qu'est la stratégie, de réfléchir à leur état de situation, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, de façon à identifier des objectifs prioritaires. À partir de ces objectifs prioritaires, d'identifier les moyens les plus susceptibles d'atteindre ces objectifs, de faire une planification, de mettre en place les moyens, les conditions pour mettre en œuvre ce plan d'action, de monitorer la mise en place du plan et d'évaluer ses effets de façon à identifier qu'est-ce qui est à changer et qu'est-ce qui est à garder et à diffuser. Donc, quelque chose qui est très simple, mais dans les faits, très difficile à mettre en place sur un plan organisationnel. OK, de manière très simple, il y a beaucoup de textes, mais juste pour comprendre la grande structure d'action. Le ministère est chargé de soutenir les commissions scolaires, or school districts, qui, elles, sont chargées de soutenir les écoles pour améliorer leur potentiel éducatif, leur pratique, leur climat, de façon à améliorer la réussite scolaire des enfants. Ça aussi, c'est un modèle relativement simple, mais vous allez voir que ça donne beaucoup de place à des difficultés au niveau de l'implantation. L'évaluation portée sur différents niveaux. Dans un premier temps, on a évalué la mise en œuvre au niveau du ministère et des commissions scolaires. On a évalué la mise en œuvre au niveau des écoles et nous avons évidemment évalué les effets au niveau de la réussite des jeunes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'évaluation, j'ai peu de temps pour en parler, c'est que l'évaluation avait un rôle qui n'était pas seulement externe, mais l'équipe d'évaluation avait un rôle de rétroaction, non seulement au niveau du ministère, donc par la production de plusieurs rapports, entre autres annuels, mais aussi au niveau des écoles. Les écoles ont utilisé, on a fait à peu près 1200 bilans individualisés sur 5 ans pour remettre aux écoles des informations sur leur état de situation. Donc, l'évaluation ici n'est pas neutre, aussi neutre qu'on aurait pu et qu'on voudrait ou pourrait le penser, mais encore, c'est une question de point de vue. Alors, l'évaluation, sur quoi nous nous sommes penchés? Nous avons quelques questions. Alors, d'abord, nous nous sommes penchés sur l'évaluation de la mise en œuvre. Deux grandes questions. Est-ce que la stratégie s'est implantée comme prévu? Donc, une évaluation de conformité. Mais vous savez tous qu'on ne fait jamais tout ce qu'on a planifié. Il y a toujours un écart entre ce qu'on planifie et ce qu'on met en action. Donc, l'idée, c'est de savoir jusqu'à quel point cet écart-là est important et pourquoi l'écart est important, si écart il y a. Pour y arriver, nous avons passé des questionnaires, des entrevues annuellement auprès de près de 200 directions d'école, membres du personnel, et nous avons aussi fait 20 études de cas, 20 écoles longitudinalement pendant 5 ans. Pour l'évaluation des effets, quelles questions nous nous sommes posées? Est-ce que la SIA, la stratégie, a eu des effets positifs sur le potentiel éducatif des écoles, sur la capacité d'améliorer le climat ou les pratiques dans l'école? Et est-ce que ça a eu un effet positif sur la réussite des élèves? Pour y arriver, on a mis en place un devis longitudinal quasi expérimental avec groupe de comparaison non équivalent, blablabla. On a suivi à peu près 30 000 élèves, 4 000 membres du personnel sur 5 ans dans 70 écoles ciblées, échantillonnées et 11 écoles de comparaison.
Chose importante, nous avons aussi développé une mesure de mise en œuvre et vous allez voir à quel point elle est importante parce que l'hypothèse, c'est que plus les écoles vont mettre en place le modèle d'action, plus il devrait générer des effets. Si on observe cette relation-là, c'est un argument en faveur d'une efficacité potentielle du modèle d'action. C'est loin d'être un argumentaire causal, mais ça nous rapproche. Alors, quels sont les principaux effets? Pardonnez-moi. Au niveau de l'école, tout d'abord. Alors, au niveau du climat. Le climat scolaire, c'est davantage amélioré dans les écoles de la stratégie. Deuxièmement, ce qu'on observe, c'est que l'école s'accroît avec le degré d'implantation. Et ce qu'on observe aussi, c'est une grande convergence de perception entre les élèves et les membres du personnel. Donc, amélioration du climat dans les écoles de la stratégie. En matière d'indiscipline et de violence scolaire, on voit une amélioration marquée selon les membres du personnel, mais en même temps, quand on interroge les élèves, on s'aperçoit qu'il y a une baisse d'indiscipline, surtout de problèmes de gang et de délinquance, et aussi une perception de réduction de la perte de temps en classe et donc d'indiscipline. Donc, on a aussi encore là une forme de convergence. Donc, des résultats relativement intéressants. Ce n'était pas suffisant pour les journalistes, cependant. On y reviendra. Bon, la figure que vous avez ici illustre cet effet d'implantation. Vous voyez comment les différentes pentes varient, deviennent plus abruptes en fonction du niveau d'implantation. C'est cet effet-là qu'on veut vous dire que plus les écoles ont semblé réussir à implanter ce modèle d'action, plus les effets ont été positifs lorsqu'on voyait des effets, bien évidemment. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est une amélioration des pratiques de soutien aux élèves en difficulté, de la participation des élèves à la vie de l'école, de la collaboration école-famille, puis de l'engagement du personnel, ce qui n'est pas rien. Par contre, pas de changement dans les pratiques éducatives en classe ou dans le vécu professionnel des enseignants. Donc, les pratiques immédiates des intervenants directs auprès des élèves, ça n'a pas changé. De façon générale, parce que notre évaluation porte sur l'ensemble des milieux et non pas sur une école en particulier. C'est important de le rappeler. Donc, la stratégie semble avoir permis d'améliorer le potentiel éducatif des écoles, mais uniquement dans les dimensions globales et périphériques à la classe. La plupart des associations positives sont liées au degré d'implantation. En matière maintenant, qu'est-ce que ça a donné chez les élèves? Je vais accélérer parce que je risque de manquer de temps. Il me reste encore 30 minutes, je suis correct. Non, c'est pas vrai. Un gars s'essaye. Un gars s'essaye. Merci. Donc, en matière d'effet sur la réussite des élèves, aucun effet appréciable sur les apprentissages ou la motivation des élèves. Ben, vous voyez le lien que je fais. Les enseignants n'ont pas vraiment changé leur pratique et donc pas vraiment de changement dans les apprentissages. Par contre, on a une amélioration du rapport entre les élèves et les enseignants, et même entre les élèves puis leurs parents. Puis vous voyez les changements de pratique qu'on a vus dans la collaboration, dans le climat, ça se traduit. Donc, on est dans un monde cohérent ici. Puis je vous l'avais dit, on a des effets positifs sur la délinquance ou l'indiscipline. Donc, des résultats intéressants, mais même des changements d'attitude sur l'importance accordée au diplôme. Par contre, pas d'effet sur les taux de décrochage. Et au Québec, pour nos amis qui ne viennent pas, vous devez savoir que le décrochage scolaire est un enjeu excessivement important et du fait qu'il n'y ait pas eu de changement sur le taux de décrochage, c'est ce qui a attiré l'attention spécifique de tous les médias et non pas les effets bénéfiques qu'on a pu voir sur les autres aspects du bien-être des enfants. Donc, des résultats mitigés à l'endroit, évidemment, des apprentissages. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'effets positifs qui sont circonscrits à la sphère de la socialisation. Des résultats qui sont cohérents avec les résultats sur le climat scolaire, comme je viens de dire, et en même temps des résultats qui sont cohérents avec l'absence de changement dans les pratiques en classe. Alors, d'où l'importance, c'est de savoir des choses ont fonctionné, d'autres choses ont eu plus de difficultés à fonctionner. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été difficile? Et c'est ici que l'évaluation de la mise en œuvre vient beaucoup nous informer et nous donner des pistes pour le futur. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des effets positifs, on les a identifiés, mais la stratégie a été difficile à mettre en œuvre pour la majorité des régions, des commissions scolaires et des écoles. Donc, les écoles qui ont le plus été en mesure d'appliquer cette stratégie de résolution de problèmes organisationnels
sont relativement peu nombreuses. C'est ce qu'on doit entendre. Ce qu'on doit voir aussi, c'est que l'évaluation d'implantation nous apprend que lorsque les écoles ont été soutenues de près dans le changement de pratique, dans le développement de compétences, dans le développement professionnel, c'est là où on a vu le plus de changements positifs. Encore une fois, on vient renforcer les conclusions et les appels de Mme Rowling à s'intéresser et à se centrer sur le développement professionnel et le capacity building. Maintenant, la prochaine section, on aurait pu passer 3 heures ensemble, juste pour parler des différentes difficultés puis des mécanismes d'implantation tels qu'on les a observés, parce qu'il y a des choses qui se passaient au niveau du ministère, parce qu'on est dans une stratégie à grand déploiement ici. On n'est pas dans une seule commission scolaire qui va intervenir avec 2, 3, 6 écoles. C'est un ministère qui se voit le défi d'essayer d'augmenter la capacité de centaines de ces écoles. Donc, dans ce contexte-là, il y a des difficultés qui ont été vues au niveau ministériel, au niveau régional, et des difficultés qui ont été vécues au niveau plus local, au niveau des écoles. Cet après-midi, mes collègues Jean Bélanger et Gilles Leroy vont approfondir les mécanismes de déploiement dans les écoles. Moi, aujourd'hui, tout ce que je suis capable de faire, c'est faire une lecture transversale des difficultés les plus importantes, et vous allez voir que ça va vous sonner des cloches, des choses que vous avez certainement déjà vues et entendues dans d'autres contextes. Alors, premier écueil, au niveau national, c'était la précipitation de la mise en œuvre. Alors, c'est une observation, on a une idée complexe sur le plan politique et on descend ça rapidement. Bon, je ne jette pas si facilement la pierre aux politiques ici parce qu'ils sont obligés de vivre avec des enjeux qui sont différents. Un politicien pense en termes de 4 ans, pas avec un âge de 4 ans, en termes de 4 ans. OK? Il est obligé. Okay? Il doit livrer de la marchandise, il doit montrer, ce sont ses règles du jeu. Les règles du jeu d'un intervenant, d'un praticien, d'un scientifique sont fort différents. Donc, ce que je dis, c'est pour juste, on est obligé de vivre avec ces tensions-là dans nos démocraties, et même si on peut les déplorer quand on est d'un côté de la barrière, on doit aussi les comprendre si on va être en mesure d'implanter et d'avoir des interventions qui ont une chance, entre autres, de durer. On doit avoir ça en tête, que nos décideurs et nos bailleurs de fonds réfléchissent comme ça. Donc, on doit leur offrir des solutions qui vont permettre de répondre à leurs problèmes. Alors, donc, il reste que cette précipitation s'est traduite par un manque de planification. Et ce manque de planification, il a fallu en payer le prix pendant les années qui ont suivi. La première version officielle des objectifs, il y avait comme à peu près 8 objectifs qui se déclinaient chacun en 8, 9 versions, fait que 8 fois 9, on a à peu près 72 objectifs dans la stratégie. Alors, évidemment, beaucoup trop nombreux au niveau national. Et les écoles aussi ont pris beaucoup de temps à comprendre que plus, c'est pas nécessairement mieux. Donc, on avait des écoles dans leurs premières années, donc il y avait 72, 92, 115 objectifs à leur planification. Donc, ça a pris un certain temps avant de comprendre qu'on ne pouvait pas tout faire à la fois. L'autre chose, vous avez vu que le système général, on a la commission scolaire qui soutient, le ministère qui soutient la commission scolaire, qui soutient les écoles, mais ce système en étage, ce système par intermédiaire connaît plusieurs difficultés. Pas par de la mauvaise volonté, mais vous connaissez tous le principe du téléphone arabe. Alors, entre l'émetteur et le récepteur, des fois, le message change, et ce n'est pas une question de mauvaise volonté. Ce qui augmente aussi les problèmes de communication, on va le voir, les problèmes de compréhension. Donc, ce système, on a de la difficulté à trouver d'autres modalités, mais à chaque fois qu'on rajoute des étapes d'intermédiaire, on augmente la pression sur les difficultés de communication potentielles avant de se rendre aux écoles, parce qu'ultimement, c'est dans les écoles que ça doit changer. L'autre chose, on a demandé, et au ministère et dans les commissions scolaires, d'essayer d'assumer un rôle de soutien. Mais comment tu mets des gens en rôle de soutien alors qu'eux ne savent pas vraiment plus faire que les écoles? Alors, l'idée est bonne, mais si on ne prend pas le temps de préparer notre monde à soutenir, ben, ils vont soutenir dans ce qu'ils savent faire. N'est-ce pas? On va voir les conséquences que ça peut avoir tantôt. L'autre chose, ça a pris du temps avant de s'assurer que tout le monde comprenne la même chose.
Au bout de 3 ans de l'implantation, il y avait encore des commissions scolaires ou des écoles qui pensaient que l'argent servait à aller aux élèves en difficulté. D'autres pensaient que l'argent allait dans leur poche et qu'ils avaient à décider ce qu'ils voulaient faire. D'autres avaient très bien compris ce qu'on attendait d'eux. Donc, ça a pris du temps avant d'avoir un mécanisme qui s'assurait que tout le monde avait vraiment très bien compris les rôles et les responsabilités. Donc, pendant ce temps-là, évidemment, les gens vont dans différentes directions. Pourquoi? Parce que les gens se comportent en fonction de ce qu'ils comprennent. Vous me direz, les gens, des fois, veulent bien comprendre ce qu'ils veulent comprendre, juste, mais en même temps, on peut mettre en place des systèmes de clarification de façon à ce qu'on s'assure que les gens, au moins, aient compris correctement les messages de base. Autre problème, tout le monde le connaît, ce problème-là. Toutes les politiques publiques sont évaluées, toutes les interventions organisationnelles le notent et le renotent. Je pourrais avoir l'intervention la meilleure qui soit, random control trial, super intervention, mobilité du personnel, badaboum. Ce n'est pas un problème simple, mais ce n'est pas un problème avec lequel on peut juste fermer les yeux. Tant qu'on ne trouvera pas des stratégies pour réduire, on n'éliminera pas la mobilité du personnel. Pour la réduire ou contrer ses effets sur le plan organisationnel, on va toujours aux prises avec les mêmes choses. On monte la capacité, tu as des porteurs, tu as des champions, tu as des poteaux qui sont là, ils s'en vont, pouf. Ça, c'est surtout si on travaille tout seul. Bon, on pourra reparler des différentes stratégies. Mais ce qui est clair, c'est que dans ce qu'on a évalué, la mobilité du personnel a fait mal à tous les niveaux. Sans compter que je pense qu'on a eu 5 ministres de l'Éducation en l'espace de 7 ans. Autre élément qui va vous parler, la gestion en silo. On pense des programmes, on pense des stratégies. Jusqu'à pas très longtemps, ça allait, bon, un trou, une cheville, un trou, une cheville. Mais au bout du compte, quand ça atterrit dans les écoles, tu as la direction d'école qui, elle, ou même voir la commission scolaire, qui reçoit ces différentes directives, mais qui sont pensées avec une bonne idée en tête. On a un problème, on pense à une solution. Et on essaie de les faire atterrir, mais ils atterrissent en silo. Et donc, on multiplie les mandats prioritaires. Bien, il y a toujours une limite au nombre de mandats prioritaires qu'on est capable de mener, n'est-ce pas? Bon, il faut vraiment que j'accélère. Une des choses qu'on a beaucoup observées, c'est qu'on parlait de mobilisation des communautés. Ce qu'on a vu beaucoup, c'est les directions d'écoles se mobiliser, énormément porter, avec quelques personnes autour d'elles, parce qu'elles veulent vraiment bien faire, puis elles veulent que ça avance, puis veulent que ça avance vite. Le problème, c'est que ça fait un petit nombre d'individus qui sont mobilisés, et le reste de ta communauté éducative l'est très peu. Évidemment, ça a eu des conséquences sur la capacité de rentrer dans les classes. L'autre chose, c'est principe très simple. Je fais une analyse de situation pour identifier mes objectifs prioritaires. Mais ça, c'est en pensant que les gens dans les écoles ont été formés pour utiliser des données objectives pour être en mesure de faire leur planification. Mais ils n'ont jamais été formés pour faire ça. Alors, dans un contexte comme ça, on a demandé aux écoles d'avoir leur modèle pour être capable d'interpréter, c'est de la vue de l'esprit. Donc, modèle beaucoup trop complexe, on n'offre pas un modèle interprétatif, on ne donne pas un soutien adapté et surtout, on n'amène pas les gens à avoir une analyse réflexive. Pourquoi je devrais changer? Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement qui fonctionne bien? Pourquoi ça fonctionne bien? Donc, le fait de ne pas prendre ce temps-là a coûté très cher. Pourquoi? Au bout du compte, plutôt que de rentrer dans un processus de planification pour avoir cette réflexion-là et se mobiliser, on s'est centré vraiment sur la planification comme étant un objectif en soi, puis un exercice de reddition de comptes. Donc, malheureusement, là-dessus, pour plusieurs des milieux, l'exercice a été raté. L'autre élément, de façon générale, une très faible utilisation des connaissances issues de la recherche, donc des choix intuitifs. Voici ce que je pense qui pourrait être efficace. Et le fait de ne pas avoir été soutenu dans des nouvelles pratiques, de ne pas avoir été alimenté, le fait que les gens qui sont en soutien n'aient pas une longueur d'avance en termes d'outils de connaissances sur ce qu'on voulait faire,
on est tellement surpris de voir qu'ils ont fait plus de ce qu'ils savaient déjà faire. On fait plus de la même chose. Et on n'est pas les premiers à voir ça. D'autres programmes d'évaluation de ce type d'intervention sont arrivés aux mêmes conclusions. Cette capacité de se monitorer et de s'auto-évaluer aussi a été très peu développée. En même temps que je vous dis ça, j'aimerais vous dire qu'il y a à peu près un mois et demi, j'ai fait une conférence justement sur l'efficacité des actions avec des gens du milieu scolaire et des communautés. Et je vous dis, s'il y a 10 ans, j'avais parlé de l'importance de s'auto-évaluer, de développer des outils, comme je l'ai fait, on m'aurait lancé des tomates. Tellement je rentrais dans une zone insécurisante. On est sorti de cette conférence-là et les gens, et je parle ici du Québec en particulier, les gens sont prêts. Ils sont prêts, sauf qu'ils me disent deux choses. Ils sont où les outils? Qui va me montrer comment les appliquer? Parce que moi, dans l'action, je n'ai pas le temps. Donc, il y a actuellement une attente d'avoir un soutien et qu'il y ait des gens qui font ce développement d'outillage et qui les soutiennent dans ce transfert de connaissances. On ne peut pas seulement pelleter dans les écoles la commande de faire du changement de pratique, d'augmenter la rigueur dans l'action, si d'abord on n'a pas mis en place les ressources et l'expertise pour les soutenir. Alors, puisqu'il me reste qu'une minute, j'avais vu 10. Donc, de manière générale, les écoles ont eu tendance à éviter les controverses et à faire plus de ce qu'elles savaient déjà, de répéter leur savoir-faire et projets précédents plutôt que de suivre une démarche réflexive sur l'efficacité des pratiques existantes et la pertinence d'apprendre de nouvelles façons de faire. Alors, il est clair que tous les objectifs n'ont pas été atteints. Les objectifs importants d'apprentissage n'ont pas été atteints comme on l'aurait voulu. En même temps, il est clair que, en tout cas pour nous comme évaluateurs, du fait qu'on a vu des changements positifs et qu'on a vu que certains éléments semblaient vouloir avoir des effets sur le bien-être des enfants, qu'on n'est pas prêt à proposer de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais plutôt de faire des modifications substantielles, importantes, reproduire la stratégie comme elle l'a été, n'amènera pas plus de résultats. De l'étendre aux primaires sans apporter des modifications importantes ne permettra pas d'avoir des résultats différents. Alors, évidemment, nous nous sommes donc commis sur un certain nombre de recommandations, mais étant donné que je n'ai plus le temps, je vais vous inviter à aller sur notre site web ou de prendre une copie des résumés qui sont là pour pouvoir avoir une liste des recommandations. Mais vous comprendrez qu'ils sont très attachés aux différents écueils que nous avons pu observer. Merci beaucoup.